Depuis que je suis tout petit, j'ai un amour profond pour les comics. Il m'a été transmis par mon père, qui me racontait des histoires qu'il dévorait tous les mois quand il avait mon âge. En 2000, commence avec X-Men une tradition chez moi. On ne peut pas louper des films de super-héros, et on va les voir ensemble aussi souvent que possible. Mais il manque quelque chose. Une sorte de retenue présente dans les films. Ils sont cool, mais c'est pas les BD. En 2008, en revanche, commence quelque chose qui va s'enclencher petit à petit. Il nous faudra quelques années pour s'en rendre compte. Iron Man 1 lance le Marvel Cinematic Universe. Les films vont maintenant s'enchaîner jusqu'à Avengers 1. Ce film sera vraiment un fantasme improbable, auquel personne n'aurait jamais pu croire. Mais cette scène post-générique nous dévoila Thanos. Et c'est là que l'attente a commencé. Depuis 6 ans, tous ceux qui ont apprécié les comics ou les films de super-héros veulent voir Avengers Infinity War. Depuis 6 ans, on nous sert du Marvel sympa, sans plus, et ces films ont commencé à décevoir, voire même à dégoûter certains. Jugés trop lisses, sans originalité ou seulement faits pour l'argent, ces films, c'est vrai, cumulent énormément de défauts. Cependant, malgré ses faiblesses, le Marvel Cinematic Universe a fait gagner ses lettres de noblesse au genre super-héroïque. Il nous a fait sympathiser avec des personnages qu'on côtoie maintenant depuis 10 ans pour les plus anciens. Ils sont devenus un peu nos vieux potes qu'on est content de retrouver assez régulièrement, même si il y a souvent à boire et à manger. Mais maintenant qu'Avenger Infinity War est sorti, et malgré tous les défauts du MCU, et même si la motivation des studios est purement mercantile, j'ai envie de dire merci. Infinity War est vraiment un miracle. Je pense honnêtement que, comme Star Wars qui a su sortir de sa niche de geek, le MCU a le potentiel pour devenir vraiment culte et, et a marqué vraiment une génération. Je m'imagine déjà faire des marathons Marvel avec mes enfants dans 20 ans, et je pourrais leur dire j'y étais, comme mon père à l'époque qui dévorait ses pages de BD. Voilà, j'ai longtemps hésité avant de faire cette chaîne, maintenant on y est, c'est surtout l'opportunité de faire une vidéo sur ce film qui m'a vraiment motivé. Pour moi il représente beaucoup et je pense que c'était l'occasion de démarrer. Donc Avengers Infinity War, c'est parti. Le film a pour moi un point fort, c'est qu'il est bien. C'est un bon point fort pour un film Marvel. Non, plus sérieusement, honnêtement, ça fait du bien d'avoir enfin un film Marvel qui respire l'honnêteté. En fait, on a vraiment l'impression que là, ils ont fait quelque chose pour remercier, entre guillemets, hein, bien sûr, pour remercier les gens qui les avaient suivis sur des années et des années. Là, c'est vraiment le film que tout le monde attendait depuis très longtemps. Alors, ce qu'on retiendra surtout, c'est que pour une fois, les enjeux sont très bien dosés. Dans la plupart des films Marvel, on manque justement de ces enjeux. Et là, dès la scène d'intro, je spoil pas, on est dans un non-spoiler, dès la scène d'intro, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous mettre tout de suite dans le film. Vous allez vous dire, ok, bon là ça rigole plus, on est dans Infinity War, c'est parti. Donc pour ce qui est du scénario, ça reprendra essentiellement l'arc Thanos Quest, donc évidemment la recherche de Thanos des pierres de l'infini, et aussi du coup Infinity War, la guerre pour le gantelet et pour les pierres. Donc, ce qu'on va déjà noter comme point fort tout de suite, c'est la gestion des multiples personnages. Normalement, quand on a un nombre aussi important de personnages qui soient principaux ou secondaires, c'est imbouffable, c'est indigeste. Et là, ils s'en sortent assez bien, franchement, il faut le reconnaître. Parce que le cast est ultra important, faudrait compter le nombre de personnages qu'il y a. Je pense que vous pouvez trouver ça sur internet. Là, c'est une gestion assez intelligente. Ils ont split les différents groupes de personnages pour avoir plus de facilité à les gérer chacun de leur côté. Parce qu'évidemment, si on les fout les 40 à l'écran, c'est mort. Chacun va avoir sa petite partie de découverte sur les enjeux du scénario, c'est-à-dire que ça va éviter d'avoir 45 minutes d'exposition pure où on va se bouffer ça en termes de dialogue infini. Là, vraiment, c'est chaque groupe va découvrir une partie du truc. Et pour ma part, je trouvais que c'était assez bien géré. Alors après, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Pour ma part, ça m'a pas perdu. Le film vous tient en haleine tout du long, c'est vraiment 2h30 qu'on ne voit pas passer. Si je devais vraiment trouver un moment où c'est un peu plus faible que les autres, je dirais les 15-20 minutes avant le dernier arc du film, qui peut-être souffre d'un petit peu trop de longueur, surtout par rapport à la quête pas de Thanos, pardon, de Thor. Au niveau des relations entre les personnages, c'est ce qui manquait concrètement, vraiment énormément à la saga dernièrement, surtout par rapport à Avengers 2. On se souvient tous de la claque qu'on s'était pris dans Avengers 1 quand les différents héros s'étaient retrouvés, mais dans Avengers 2, il manquait ça. Il y avait
quasiment pas de nouveautés. Je sais plus exactement, il y avait Scarlet Witch et Quicksilver, mais bon, ils étaient là vraiment de manière anecdotique, surtout Quicksilver qui n'est pas resté. Mais là vraiment on a beaucoup de nouveaux personnages. On a Doctor Strange, Wong, bon, même si on l'a pas tout le long du film. On va avoir les Gardiens de la Galaxie, je sais plus, j'en oublie certainement, mais bon c'est pas grave. Mais vraiment c'est cette nouveauté, ce vent d'air frais. Spider-Man aussi qui est vraiment toujours depuis Civil War très intéressant, que moi j'aime beaucoup personnellement. Tom Holland j'aime bien. Ça va apporter de nouvelles interactions, notamment les interactions Strange-Stark que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils ont plu à beaucoup de monde, qui sont très sympas. Le petit conflit d'ego qui est vraiment intéressant à voir. Et non, ça c'est vraiment un bon ajout. Les relations entre les Gardiens de la Galaxie et le reste du cast sont aussi intéressantes parce que c'est les losers magnifiques. Et quand tu vois que la plupart des autres essayent de rester sérieux, même s'il y a toujours des blagues, mais la plupart des autres comprennent vraiment les enjeux et essayent vraiment de répondre à ce qui se passe. Et les gardiens ont toujours cette espèce de petite distance, comme s'ils voulaient toujours. En fait, presque on n'a pas l'impression que l'humour, c'est l'humour des. On n'a pas l'impression que ce soit l'humour des studios qui veulent faire ça dans le film. On a l'impression que c'est vraiment les personnages en eux-mêmes qui veulent faire de l'humour pour dédramatiser, comme s'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'enjeu. Mais bon, ça après, c'est leur personnalité qui veut ça. Pour ce qui est du développement de personnage en lui-même, on va avoir des choses intéressantes, surtout du côté de Stark, qui va avoir un petit arc assez sympathique, enfin qui complète son arc qu'il avait déjà enclenché entre Avengers 1, à la toute fin, du coup Avengers 2 et son film Iron Man 3. Stark avait vraiment suivi une évolution où il avait des crises d'angoisse, vous vous souvenez, de la dépression, etc. Et là, on voit ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il a décidé d'arrêter, on l'a vu à la fin de Civil War, il a décidé d'arrêter d'être un super-héros, cependant, il se prépare à toute éventualité. Il a vraiment cette phobie depuis les 6 ans, depuis le Avengers 1, il sait que quelque chose va revenir un jour et il veut parer à toutes les éventualités. Et c'est vraiment très intéressant les situations dans lesquelles il se retrouve dans ce film. Je vous en dis pas plus. Pour ce qui est de Captain America, étonnamment, il est très discret. Je vous en dirai pas plus sur son rôle, mais ça suit un petit peu ce qui avait été enclenché du coup avec Civil War. Il est un peu désabusé d'un système qui l'a trahi au final. Et ouais, vraiment, on le sent, il est plus Captain America. D'ailleurs, quand il se présente, il dit je suis Steve Rogers, quoi. C'est pas Captain America, c'est pas du spoil, hein. On le sait qu'il a abandonné cette identité depuis Civil War. Mais voilà, donc je suis assez surpris, mais en même temps ça fait sens. Il est plus discret, il est plus le leader qu'il était avant, même si bon, il a toujours un rôle quand même sympa. Mais pour moi, côté personnage, le gros point fort, c'est Thanos. C'est juste un truc de fou. Je pense qu'on n'avait jamais vu un méchant comme ça dans l'univers Marvel. C'est dingue parce qu'il y a 2 mois, je disais à mes potes, ouais, Killmonger, meilleur méchant de l'univers Marvel après l'homme pourpre. Bon, ça c'est dans les séries. Mais au final, non, on arrête tout. Thanos, il baise le game, il est juste au-dessus, c'est jouissif. C'est un méchant qui n'est pas méchant. Bon, ça c'est la base pour tout méchant. Quand c'est manichéen, c'est un peu chiant et ça fait généralement pas des bons antagonistes. Mais là, Thanos, vraiment, on sent qu'il a ses motivations. Comment dire? On sent qu'il sait lui-même que ce qu'il fait, c'est mal, mais il le fait pour de bonnes raisons. Et il en est convaincu, vraiment. Il pense, bon, vous le savez tous, vous avez vu les bandes annonces, sa volonté, c'est de réduire la moitié de l'univers en poussière. Enfin, il veut supprimer la moitié de l'univers parce qu'il juge qu'il n'y a pas assez de ressources dans le monde pour tous les êtres vivants. Et du coup, pour lui, quand il assimile justement ce fait de claquer des doigts pour supprimer la moitié de l'univers, pour lui c'est de la bienveillance, c'est de la compassion, c'est je vais éviter les souffrances à la moitié de l'univers qui va pas mourir dans d'atroces souffrances, etc. Et l'autre moitié qui survivra aura une terre ou des ressources plus abondantes. Donc vraiment ça c'est fou au niveau des motivations, c'est génial. Ça réinvente pas le monde, mais vraiment il est très bien développé et c'est cool. Et puis on pourrait croire que c'est le genre de connard qui va viser les grands idéaux avec des monologues pompeux, etc. Et en mode oui, je suis celui qui doit le faire, machin. Mais au final, il a sa part de sacrifice, vraiment, je vous spoil rien sur le film, mais on voit que c'est quelqu'un de torturé et il est prêt à tout, même quand ça concerne lui. C'est-à-dire que vraiment, il a décidé qu'il y arriverait et peu importe ce qu'il doit sacrifier ou ce qu'il doit faire sacrifier aux autres, il le fera, point barre. Autre chose très intéressante, ça c'est pas sa psychologie, mais c'est par exemple ce qui se dégage du méchant. Tout le long du film, on a vraiment l'impression que c'est un être purement instoppable, c'est une machine qui va vers l'avant et qui jamais ne sera arrêtée par qui que ce soit. L'utilisation des pierres, je vais pas vous dire combien il y en a, ce qui se passe, mais vous avez déjà vu dans la bande-annonce la pierre du pouvoir et la pierre de l'espace. C'est magnifique, l'utilisation qu'il en fait est juste jouissive, j'en parlerai plus dans la section spoiler, mais c'est vraiment fou et vraiment ça donne une impression mais de puissance, de dingue sur le personnage, c'est juste hallucinant.
Pour finir sur les personnages, on regrettera peut-être la discrétion des gardiens. Alors, ils sont importants en termes de screen time, ils sont là longtemps à l'écran, mais en termes de développement, c'est abyssal. Gamora a le droit à du traitement, ce qui est normal, c'est la fille de Thanos, donc elle a un rôle à jouer dans l'histoire. Star-Lord un petit peu, mais plus par rapport à sa relation à Gamora. Et par contre, Rocket, Groot, Mantis et Drax sont vraiment des personnages fonction. Ils sont là, Drax est là juste pour faire de l'humour, Rocket pareil avec son cynisme, Groot il est là juste pour les fangirls qui disent je s'appelle Groot. Vous avez qui Vous avez, oui, Mantis est là vraiment juste pour dire fais dodo, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est un petit peu regrettable, mais en même temps, ça se comprend. Dans un film comme ça, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des concessions. La Team Cap est quasiment invisible, mais bon, c'est normal, tout le monde s'en fout. La team des Gardiens de la Galaxie, ils sont là pour remplir leur rôle, et du côté des persos intéressants, on a vraiment le développement qu'il fallait. Donc moi, ça me va. Si on met les persos de côté juste pour qu'ils servent, pour qu'ils aient leur petit moment de gloire, sans trop de développement, du moment que les personnages importants ont leur développement, moi ça me va parfaitement. Et donc c'est ça. Et les enfants de Thanos, ils sont appelés comme ça dans le film, mais normalement c'est l'Ordre Noir. Donc on a Black Dwarf, Corvus Glaive, Proxima Midnight et merde, le dernier c'est Ebony Maw, en plus c'est le plus cool. Eux ils sont tous vraiment essentiellement personnages fonction, c'est des lieutenants de Thanos, ni plus ni moins. Il n'y en a aucun qui a un développement quelconque. Et Ebony Maw à la rigueur est le plus intéressant, surtout par ses dialogues, c'est celui qui parle le plus. Et c'est celui qui est le plus classe, hein. Il a un design épuré, il fait penser à Voldemort, d'ailleurs c'est dit dans le film. Mais non, il est vraiment sympa, et ses pouvoirs sont cool, l'utilisation qu'il en fait dans la bataille à New York, je vous spoil rien, mais c'est vraiment cool. Lui ouais, il est sympa. Voilà. Alors pour ce qui est des effets visuels, donc on va passer rapidement dessus parce que je suis loin d'être un expert, mais ce qui frappe, enfin du moins ce qui m'a frappé, j'ai vu le film deux fois, une fois en VF et une fois en VO, et une fois en 3D et une fois en 2D. C'est paradoxal, mais alors la 2D ne passe pas du tout sur toute la bataille de Wakanda, vous l'avez vu dans les bandes annonces. Il y a un problème sur cette scène, je ne comprends pas, c'est complètement illisible, complètement imbitable dans la version 2D. Par contre, quand je l'ai vu en 3D, c'était la seconde fois, alors je ne saurais pas vous dire si c'est parce que c'était un second visionnage, du coup j'avais peut-être une autre lecture, ou si c'est parce que la 3D rendait les choses plus lisibles, mais c'était beaucoup mieux. D'ailleurs, la 3D dans tout le film est génial. J'ai rarement vu un film qui l'utilise comme ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des effets de profondeur de fou, tout ça. Vous allez avoir 2-3 trucs qui vous viennent à l'écran, ça c'est pas mal, ça fait plaisir. C'est un effet qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors que pourtant c'est le premier truc auquel on pense en 3D. Mais voilà. Et ouais, par contre, pour ce qui est de la profondeur des effets, notamment quand il utilise la pierre de l'espace pour se téléporter, ça fait vraiment des trucs très sympas. Je vous parlais tout à l'heure d'Ebony Maw, quand il utilise sa télékinésie. Ouais, vraiment la 3D bien utilisée, c'est très sympa. Et pour en revenir à ce problème, je pense que certains vont être un peu dégoûtés de la scène de fight au Wakanda parce qu'elle est relativement illisible. Par contre, pour ce qui est des scènes de combat, toutes celles qui sont en plus petit comité, notamment les attaques de l'Ordre Noir et le fight contre Thanos sur Titan, c'est magnifique. Il y a des idées, mais de partout. J'en parlerai plus dans la section spoiler parce que vous gâchez ce combat, ce serait vraiment dommage. Mais alors vraiment, sur Titan, c'est un festival, c'est génial, c'est fabuleux. Et évidemment, on a tendance, vous voyez, là j'avais oublié, Thanos entièrement en nuage de synthèse, et pourtant on l'oublie complètement. Enfin, je veux dire, vraiment, Thanos, vous pensez que c'est un personnage comme les autres. Et il est entièrement en CGI, enfin, non, c'est fou, c'est fou. Il y a des gros plans sur son visage, on pourrait presque voir vous savez, le duvet qu'on a légèrement là, c'est fou. Enfin, il est très 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 bien fait. Il me fait penser aux orques du film Warcraft qui étaient aussi fabuleux. Alors je sais plus si c'était en image synthèse ou en réel, mais c'était très très beau. Et voilà. Ebony Maw aussi, où il a 2-3 gros plans où on peut voir que vraiment son design est très bien réalisé, mais je sais pas si c'était en maquillage ou en image synthèse. Bon, on va pas tarder plus longtemps sur la section sans spoiler. Juste, si vous n'avez pas encore vu le film, attendez-vous à une baffe. Le climax de ce film et la fin, c'est fou. Je pense qu'on a rarement fait ça dans le cinéma super-héroïque. D'ailleurs, je veux dire, on l'a jamais fait dans le cinéma super-héroïque. Et je pense que dans le cinéma tout court, on n'a jamais fait ça, tout simplement parce que la saga du MCU est titanesque. C'est 18 films, 19 maintenant, éparpillés sur 10 ans depuis Iron Man. Jamais on a été attaché à des personnages sur une période aussi longue, jamais on les a connus aussi bien, jamais on s'y est attaché autant. Alors, du moins pour ceux qui sont dans les films, hein. Évidemment si vous débarquez, vous n'allez pas être ultra fan. Mais je pense que ça fait quelque chose à tout le monde, ce climax. Je vous dis pas qu'il y a des gens qui meurent ou quoi, mais vraiment, on se sent impliqué vraiment. On sent l'importance de Thanos et ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, cette fin, c'est une baffe. Et quand vous êtes fan de l'univers Marvel ou juste que vous les avez suivis de près ou de loin,
Ça impressionne, vraiment. Donc voilà, donc je vous conseille énormément d'aller voir Avengers Infinity War. Bon, de toute façon, vous m'aurez pas attendu pour aller le voir, je pense. Ceux qui vont voir cette vidéo, c'est la plupart, c'est mes potes, donc voilà. Mais allez le revoir, même les gars, mais même si vous l'avez pas vu, je sais pas d'où vous sortez, mais allez le voir, vraiment. C'est une claque. Bon, on va maintenant passer en section spoiler, et là il y aura énormément à dire. Je vais d'abord parler des morts, très importantes dans le film, elles ont toutes un impact très puissant. La toute première, c'est Heimdall, c'est le meilleur pote de Thor, il l'a dit. Bon, ça fait plus chier parce que c'est Idris Elba et qu'on l'aime bien qu'autre chose. Mais juste après, on a Loki, qui est la première vraie mort, parce qu'Heimdall, on s'en fout un peu. Loki, c'est fou. Toute cette scène d'intro est folle. Quand il y a Thanos qui fout une branlée à Hulk, qui fout un chaos technique en le retournant, c'est juste magique. Je pense que tout le monde était impressionné. Je veux dire, c'est Hulk, on le connaît, c'est Hulk. Quand il se prend un taquet par Thanos, qu'on voit que c'est lui qui a mal et qui se fait sécher, on comprend. Tout de suite, Thanos, on sait, c'est lui. Il est là et visiblement, il est dangereux. Et donc, après, quand il te prend le Loki, il le soulève, t'entends juste clac, tu vois les yeux révulsés du type, il le laisse tomber, fini, fin du game. Là, c'est fou. Ça va vraiment provoquer quelque chose chez Thor, on va le sentir très mal pendant le début du film, pendant une bonne partie. Il va être complètement désabusé. Et ouais, on le sent. Parce qu'il avait enfin une bonne relation avec son frère. Et non, c'est triste. Franchement, surtout que c'est un personnage très aimé du fandom. Et bon, ça va faire quelque chose de le voir partir, s'il revient pas, parce que bon, c'est Loki. Mais non, vraiment là, c'était une scène en plus très froide. Et toutes les morts d'ailleurs provoquées par Thanos sont montrées de manière très froide pour vraiment montrer son côté impitoyable et presque une fin inéluctable sur tous ceux qui vont arriver. C'est froid, c'est comme ça, Thanos va vous buter, point. La deuxième mort qui a marqué, c'est Gamora évidemment. Donc quand je vous en parlais, Thanos est prêt à tout sacrifier, y compris sa fille. Alors on pourrait penser que oui, c'est le méchant, il s'en fout, tout ça. Je vous rappelle quand même que les termes, c'est pour obtenir la pierre de l'âme, il faut sacrifier quelque chose que l'on aime vraiment profondément. Donc ça n'aurait tout simplement pas pu marcher s'il n'aimait pas profondément Gamora. On le voit, il est complètement abattu par ce qu'il fait, il est détruit, mais il est obligé de le faire parce que pour lui, c'est son devoir, il doit réduire la moitié de l'univers à zéro. Et voilà, c'est fou, quand il la tue, encore une fois, il la lâche complètement de manière très froide. On montre la chute de Gamora et elle est étalée par terre. C'est étonnant, et je pensais pas qu'il tuerait Gamora, elle était très importante dans les Gardiens, bon, plus pour un love interest qu'autre chose, mais quand même elle me semblait indéboulonnable. Et voilà, plus s'il y avait eu une mort du côté des Gardiens, j'aurais plus pensé à Drax, mais là ça m'a étonné. Enfin, Drax est mort, mais on en reparlera. Voilà, pour la dernière mort impactante, entre guillemets, Vision, qui meurt 2 fois, il a ce privilège. Quand Scarlet Witch l'explose complètement, c'était une scène assez bonne. J'ai trouvé que c'était assez touchant, mais je sais pas, j'arrive pas à croire à ce point à cette histoire d'amour. Je sais pas si c'est une histoire de casting peut-être, parce que le Vision a l'air d'être carrément plus âgé qu'elle, et du coup ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après tout, on peut s'aimer à n'importe quel âge, mais ça fait un peu bizarre. Mais je dois dire que même si ça m'a un peu moins touché la première fois où Vision meurt, la deuxième fois, alors c'est plus parce qu'il y a cette impression de fatalité qui va arriver, mais alors la deuxième fois, quand il remeurt de manière, encore une fois, très froide par la main de Thanos, qu'il explose le crâne, c'est juste horrible, vraiment. On sent la détresse de Scarlet Witch et tous les autres protagonistes qui se rendent compte que Thanos a réuni toutes les pierres. Donc vraiment, là, cette scène était vraiment bien foutue. Pour ce qui est des scènes de combat, je pouvais pas épiloguer beaucoup tout à l'heure en scène non spoiler. Par contre, maintenant qu'on est dans les spoilers, je vais pouvoir me lâcher. L'armure extrémiste, la nouvelle armure d'Iron Man, c'est fou. C'est ce que j'ai toujours voulu voir. Depuis que je suis petit, je me demande pourquoi il se fait pas la même chose que dans les BD ou que dans les dessins animés, etc. Pourquoi il fait pas des champs d'énergie, des machins. Et là, il te fait la totale. L'armure extrémiste est complètement cheatée. Enfin, extrémiste, je suppose que c'est celle-ci, elle est pas nommée, mais bon, dans les BD, c'est comme ça. Donc, tout en nanotechnologie. C'est fou, on se souvient tous, je pense, du moment où, contre Ebony Maw, il ouvre les trucs qu'il a derrière, je sais pas trop ce que c'est, et qui balance des vagues d'énergie, c'est fou, enfin, c'est génial. Il montre la nouvelle armure, il fait des trucs, mais complètement tarés. Pareil, dans le combat contre Thanos, quand il lui fait le coup de pied retourné, là, et qu'il lui plaque la main avec son espèce de pied enclume, c'est génial. En fait, vraiment, ça ouvre des possibilités infinies, et c'était vraiment jouissif à voir. Et c'était très intelligent de la part des scénaristes de lui avoir foutu cette armure maintenant, pour montrer que maintenant, il peut vraiment tout faire, et surtout qu'il avait le niveau de lutter contre Thanos, parce qu'avant, avec l'ancienne armure, ça aurait peut-être pas été suffisant. L'utilisation des pierres par Thanos est purement magnifique, j'ai juste halluciné.
Quand on voit par exemple la première fois l'utilisation de la pierre de la réalité, bon, on savait que Thanos n'était pas mort, on se dit pas qu'au bout d'une heure il va mourir, mais je pense que pas grand monde s'y attendait, c'était quand même assez cool, vraiment, quand il dévoile l'illusion qu'il y avait dans le monde du collectionneur, c'était assez impressionnant. Quand il utilise la pierre de l'espace et la pierre du pouvoir au tout début pour montrer en fait, dès qu'il a la pierre de l'espace, il va nous montrer ces deux pierres réunies. Il va tout cramer en utilisant la pierre du pouvoir, et juste après, il illumine la pierre de l'espace et il se barre. J'ai trouvé que c'était une méthode très claire, c'est du show don't tell, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas expliqué à quoi chaque pierre servait, même si leur nom le dit un petit peu. Ils l'ont vraiment juste montré tout simplement. La pierre du pouvoir, hop, j'ai tous les pouvoirs que je veux, je crame tout. Et pierre de l'espace, je peux me déplacer dans l'espace comme je veux, je me déplace, point. Dans les combats aussi, la pierre de l'espace, c'est génial. Dans les combats sur Titan, là, avec Stark, Strange, Iron Man, etc., enfin Spider-Man, quand il absorbe leurs attaques, qu'il les renvoie, quand il balance la lune, mais ça on y reviendra. C'est vraiment très très inventif et ça fait du bien de voir une séquence de combat aussi jouissive. Vraiment, c'était fou. Alors je voudrais faire une petite partie, alors je sais pas trop comment appeler ça encore, mais j'aimerais bien que sur cette chaîne, à chaque fois que je fais une revue de film, il y ait un petit temps laissé pour parler des scènes qui m'ont marqué, parce que c'est ce que j'aime le plus dans les films, c'est prendre à part certaines scènes qui pour moi pourraient devenir iconiques. C'est vraiment la scène qui te marque, tu la vois, tu fais putain c'est génial. Et ce film déborde de scènes comme ça. Donc j'en ai pas sélectionné des masses, j'ai même dû faire un tri, donc j'en ai sélectionné 5. Donc voilà. La première, c'est la découverte de l'armure Extremis, comme je vous l'ai dit. Toute cette séquence est géniale, je trouve. Le fight entre Ebony Maw, Strange, Black Dwarf, Spider-Man, Iron Man, c'est vraiment génial. On voit toutes les nouvelles possibilités de l'armure Extremis, on voit les petits tours de passe-passe de Strange qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, mine de rien. On voit Ebony Maw qui vraiment est très bien utilisée. Genre, toute cette scène est vraiment impactante, mais bon, c'est dans le bas du panier par rapport aux autres. Je vais prendre aussi la scène où Captain America et Black Panther avancent en même temps que l'armée, mais vu que c'est des surhommes, ils avancent plus vite que les autres. Et ça, pour moi, je sais pas, ça dure peut-être 3 secondes, c'est génial. Ça nous montre, encore une fois, du show don't tell. Ils nous redisent pas, oui, ils sont tellement forts. On les voit juste, ils foncent plus vite que les autres et ils vont casser des culs plus vite que les autres. Et ça, c'était très cool. Parce que Captain America a beau être en dessous et pas très développé dans ce film-là, rien que cette scène, elle te pose les bails. Tu rigoles pas. Voilà. La troisième, ce sera l'introduction, qui pour moi était géniale. Du tout début, le moment où on voit juste Loki qui est en train de flipper sa race, jusqu'à Hulk, enfin Bruce Banner qui dit Thanos is coming. C'était parfait. J'ai juste rien à redire. Le chaos de Hulk, la mort de Loki. C'était fou, et je suis super content d'avoir vu ces scènes-là au cinéma parce que c'est dantesque. En quatrième, je vais parler de. Bon, je triche un peu parce que c'est pas vraiment des scènes à proprement parler, c'est plutôt un groupement de scènes, mais tout ce qui se passe sur Titan est génial. Le fight entre Strange et Thanos est vraiment jouissif. L'utilisation des pouvoirs, l'utilisation de toutes les pierres en même temps de Thanos, c'est juste du délire. Enfin, je veux dire, quand il te balance un espèce de méga truc de la fin des temps là, renvoyé par Strange et qui te fout le mur miroir qui se transforme en papillon, enfin, c'est du délire. Le mec, il se balance, il se fait un multiclonage et tout. Enfin, genre, c'est fou. Je commence à être à court d'arguments parce que juste là, j'ai juste aimé. J'ai juste adoré. Je peux pas dire quelque chose de pertinent. C'était juste génial. Enfin, voilà. Mais qui te balance une lune sur la gueule d'Iron Man, bordel! Et la première, je pense qu'elle aura séché tout le monde. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, ou très peu. Le snap, c'était. Je vais pas quoi dire, c'était fou. You should aim for the head. Et après, voilà, t'aurais dû viser la tête, mec. Hop, on snap. Et c'est fini. C'est fini. Les héros ont perdu. Je crois que c'est la première fois dans le MCU que les héros perdent. La moitié de l'univers est rayée. Et j'aimerais souligner la manière dont ça a été géré. C'est quand même ultra fou. On voit que des second rôles mourir au début. Ça commence par Bucky, ensuite c'est le Faucon, je crois. Et je me suis dit, ok, ils vont buter tous les second rôles. Et peut-être un premier rôle. Et au moment où T'Challa tend la main à sa pote, je m'attendais vraiment à ce que ce soit elle qui s'efface. Et là, c'est lui qui s'est effacé et je me suis dit, oh putain, ils sont capables aussi de buter Black Panther qui a fait un carton au box-office il n'y a même pas 2 mois. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir soit Tony, soit Captain America et après que des second rôles, mais non. D'autres premiers rôles importants meurent. Et à partir de là, c'est l'escalade, tout le monde meurt.
C'était fou, tu te dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter et sur Titan, quand tout le monde s'efface, quand tu vois Strange qui se barre, alors moi c'est un de mes persos préférés du MCU, voire même peut-être mon préféré, ça me fait chier. Mais je commençais à me dire, bon, il y a tellement de morts que du coup ce sera pas définitif. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit impactant et je me suis détaché. Je me suis dit, il y en a trop, tous ceux qui sont effacés, entre guillemets, vont revenir, c'est sûr. Je pense que voilà, tout le monde a pensé la même chose. Et je commençais à me détacher et là, on entend, off-screen, Monsieur Stark, je me sens pas bien. Et là, je vous avoue que j'ai le cœur qui s'est retourné. Quand on voit Peter Parker, qui est presque en larmes, qui supplie Stark de l'aider, qui dit je me sens pas bien, ça va vraiment pas bien, avec son Spider Sense, il le sent un petit peu avant les autres et du coup il sent sa mort arriver. Non, j'avoue, c'était touchant. Il meurt dans les bras de Stark, vraiment, il est perdu, c'est un gosse. Il est vraiment juste là pour faire son devoir parce que c'est quelqu'un de courageux, mais en même temps, ça reste un gosse, quoi. C'est vraiment très dur et j'avais ma petite larmouillette et je salue parce que c'est osé. C'est, je crois, le personnage le plus aimé de l'univers Marvel. Il y a un énorme fandom sur ce perso. Spider-Man, hein, pas de Tom Holland spécifiquement parce que lui, je sais qu'il y a un peu plus de réfractaires, mais c'était osé de le tuer et c'était impactant, c'était vraiment fou. Donc voilà, donc tout jusqu'à la fin est assez épique et ce truc de fou quoi. Le mec, Thanos, il rentre chez lui, enfin c'est pas chez lui, mais il s'assoit, il a le sourire aux lèvres, le sentiment du devoir accompli, et fin. Putain, c'est couillu, et franchement, je pense que personne dans la salle s'attendait à ce que ça se finisse là, et c'était pas mal. Voilà. Bon, bah c'était tout pour ce petit dernier point sur les scènes que j'ai préférées dans le film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est ma toute première, donc je pense que ça va pas être fou, mais bon, en tout cas, moi je me suis fait plaisir, c'est l'essentiel, et donc bah, je vous dis à la prochaine, et salut!